quoi? Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode de Ça discute avec Sur Juste Milieu. Et aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de recevoir une figure que vous connaissez tous, j'en suis sûr, Philippe Murer. Et avant toute forme de discussion et de débat, cher Philippe, comment allez-vous? Très bien, et vous-même. Bonjour à tous les auditeurs et bonjour à vous-même. Tout va bien, en pleine forme. Ravi de vous recevoir sur Juste Milieu. Comme je le disais, vous êtes économiste. On a pu vous voir maintenant, voilà, sur d'autres chaînes, voilà, qu'on connaît bien, chez l'ami André Berkoff, par exemple, entre autres. Ce débat également avec François Asselineau et d'autres. Et aujourd'hui, vous nous faites l'amitié d'être sur Juste Milieu pour parler de nombreux sujets. Et là, sujet chaud, la situation économique qu'on va, grâce à vous, essayer de décortiquer, par différents angles. Et on va aller tout de suite dans le vif du sujet. On va remonter un tout petit peu le temps du côté des États-Unis avec ce semblant de krach qui a fait sentir ses premières secousses, ces banques régionales qui se sont cassées la figure, la situation de la dette américaine avec finalement un accord trouvé apparemment au dernier moment, une sorte de mission impossible de la dette. En Europe, on a aussi eu les secousses, avec le rachat de Crédit Suisse ou encore la chute de la Deutsche Bank. Sommes-nous dans une crise financière? Voilà. Question, on ne peut plus simple. Ça paraît un peu plus simple et c'est un peu plus compliqué. Parce qu'effectivement, Rémi, vous avez raison, il y a eu plusieurs banques américaines, je crois 4 ou 5 banques qui ont fait faillite au mois de février et de mars. Et aujourd'hui, on est en bulle sur le Nasdaq. Les valeurs liées à l'intelligence artificielle explosent. Le Nasdaq a repris 25% par rapport au plus bas. Il est à des niveaux très élevés, 14 fois plus haut qu'en 2007. Donc, qu'est-ce qui se passe dans tout ça? Alors d'abord, je fais un petit tour par l'économie parce que la finance, ça dérive d'abord de l'économie. Au niveau du tableau général, on est en légère récession en Europe. En zone euro, on a 0,1% de PIB négatif sur le dernier trimestre et celui d'avant. En France, on est en très très légère croissance. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas de croissance en Europe depuis fin 2019. Depuis la fin du Covid, le PIB, il est étable, il se passe absolument plus rien. Aux États-Unis, il y a un peu de croissance. Pourquoi? C'est parce que depuis que l'inflation est apparue, la consommation baisse. C'est-à-dire que la consommation, elle baisse depuis février 2022 en Europe. En France, tenez-vous bien, la consommation en biens est revenue au même niveau qu'en 2016, il y a 16 ans. 16 ans. Voilà, c'est les chiffres de l'INSEE qui le donnent. Aux États-Unis, ça marche un tout petit peu mieux parce qu'évidemment que les Américains, ils font des crédits à la consommation avec les cartes bleues, les revolving. Ils empruntent de plus en plus, alors qu'en plus, les taux sont de plus en plus élevés, donc ça tient. Donc c'est cette mécanique de l'inflation qui détruit le pouvoir d'achat et qui fait que les gens consomment moins et donc on va vers la récession. Ça, c'est une quasi-certitude. Cette inflation, c'est une taxe, en fait, faut bien comprendre, sur l'épargne des Français, que chaque fois que vous avez 5% d'inflation par an, vous perdez 5% sur votre épargne. Et puis, c'est aussi une taxe sur les revenus. Et on se retrouve avec une situation quand même complètement dingue, parce qu'il faut quand même bien voir qu'il y a la moitié des Français qui sont au SMIC, qui réduisent leur alimentation, voire qui sautent des repas. Donc, on en est là. Les gens n'arrivent plus à manger. Donc, c'est un problème vraiment très important, et c'est aussi la révélation d'une économie qui fonctionne mal, comme dans les années 70. Donc le mécanisme général au niveau économique, c'est hausse de l'inflation, baisse de la consommation, récession, et donc une crise économique qui est en devenir. Pour l'instant, c'est gentil, mais ça va aller plus loin. Et pendant ce temps, en fait, on se rend compte que les grandes entreprises augmentent leurs marges. C'est la Banque Centrale Européenne qui le dit, c'est ce qu'on voit dans les marchés financiers. Que le CAC 40 explose a fait un record. C'est quand même extraordinaire pendant que les Français n'arrivent plus à manger les milliards s'empilent sur les comptes des milliardaires et des actionnaires. Et pendant ce temps, les Français ont faim. Donc, voilà au niveau de l'économie. Au niveau de la finance, donc qui est normalement le dérivé de l'économie. En fait, on a des taux à zéro depuis 15 ans. Avec, là, ils ont remonté légèrement, mais on est en taux négatif. Et on a la planche à billets depuis 15 ans qui a formé des bulles absolument partout dans les marchés financiers, dans les prix de l'immobilier. Vous voyez bien les prix de l'immobilier à Paris, en province, ils sont complètement délirants. Ça a créé une accumulation de dettes. L'économie ne produisait pas assez. On a fait des paradis artificiels avec cet argent public qui a été balancé dans les marchés financiers et dans l'immobilier. Ça a fait donc augmenter la dette publique et la dette privée. Il faut bien comprendre que tous les pays sont mal en Occident. Soit il y a des pays comme la France qui ont ou les États-Unis qui ont une forte dette publique, 120% du PIB,
et une dette privée pas trop importante, soit on a des pays comme la Suède qui n'ont pas de dette publique, 40%, mais qui ont une dette privée stratosphérique à 200% du PIB. Donc grosso modo, tout le monde a des dettes à 300% du PIB, public et privé, et donc en fait les banques centrales ont créé un château de cartes financiers qui menace de s'effondrer à tout instant. Donc, ce dont on parlait au départ, c'était les 5 banques régionales qui ont fait faillite aux États-Unis, plus Crédit Suisse qui a failli faire faillite, qui est une banque absolument gigantesque, une banque systémique. Voilà. Et là, on est face au dilemme que tout le monde, je pense, commence à comprendre. Soit la banque centrale gère l'inflation et monte les taux d'intérêt, et on se retrouve avec une crise financière. Soit elle gère la crise financière, elle évite la crise financière, elle monte pas trop les taux d'intérêt, et là on se retrouve avec une inflation qui augmente. Donc on a une impossibilité pour les banques centrales qui explique cette situation qui est hyper compliquée. Et une première question que je vais vous poser qui va nous amener vers le deuxième volet de notre échange, c'est cette impression qui s'était dégagée en 2008. Alors, je dis ça en commentateur distancié et complètement béotien en la matière. Cette impression en 2008 de voir émerger au moment de la crise des subprimes la notion de too big to fail, avec ces établissements bancaires qui étaient tellement énormes que de toute façon, il allait falloir les sauver. Sinon, c'était impossible autrement. Est-ce que ça, c'était de la poudre aux yeux? Ou est-ce qu'aujourd'hui, on peut vraiment voir une crise financière digne de ce nom, d'une certaine manière, qui ne se terminera pas avec cette logique où on a l'impression que ça craque, ça tombe, ça met des gens dans la rue, souvent les plus pauvres, d'ailleurs exclusivement les plus pauvres, mais ça recommence de plus belle derrière. Exactement, c'est le mécanisme, et c'est ce qui va se passer de nouveau. C'est-à-dire que les banques centrales vont créer cette bulle financière. Donc, cet argent qui est injecté vers les plus riches, finalement. Quand le Dow fait x30 entre 1980 et aujourd'hui, le Dow Jones, c'est les plus riches qui ont essentiellement de l'épargne en action qui en profitent. Eh bien, ils ne peuvent plus laisser tomber, en fait, la finance, parce que sinon, l'économie se désintègre avec. Donc, c'est too big to fail pour toutes les banques, mais même les banques régionales sont quelque part too big to fail. C'est-à-dire que, une fois qu'elles font faillite, elles sont sauvées dans la seconde. Elles sont sauvées même avant même de faire faillite et de faire des dégâts. Et les marchés le savent. C'est pour ça que ça se crache pas. C'est-à-dire qu'il y a toujours de l'argent public qui est donné à des grandes banques pour acheter des petites banques. Donc, on a des banques de plus en plus grosses qui rachètent de plus en plus de petites banques avec l'aide de la Fed pour éviter tout problème. Parce que si la crise commence à s'amplifier, là, ça va partir beaucoup plus en vrille qu'en 2008. Là, c'est sur l'immobilier commercial que la crise est inévitable. C'est en train d'arriver. En fait, il faut se rendre compte que à San Francisco, à Washington, les immeubles de bureaux sont pleins à moitié. Donc forcément, les promoteurs perdent tout l'argent qui est possible. Les banques ne veulent plus prêter à l'immobilier commercial et donc on va avoir des faillites et un problème qu'il va falloir gérer. A priori, ce qu'on peut imaginer, si on peut prévoir, c'est que on aura une crise financière en 2023, fin 2023. Elle va se matérialiser, elle va être très courte parce que tout va être sauvé immédiatement par les banques centrales qui vont noyer les marchés financiers sous de l'argent public. Pendant que les pauvres crèvent de faim, on noie les marchés et les plus riches sous l'argent public, qui va créer le nouveau cycle. Et ce nouveau cycle, à mon avis, se terminera par de l'hyperinflation. Parce qu'à force de relancer comme ça, alors qu'il y a de l'inflation, et de balancer, faire de la planche à billets, de créer de la monnaie sans arrêt, on risque l'hyperinflation et le collapse des monnaies comme le dollar et l'euro. Alors, c'est vrai que je vous pose des questions de débutants. C'est pour ça, voilà, on a besoin de votre expertise aujourd'hui sur ces questions-là, cher Philippe. Sur la notion d'inflation, c'est vrai que il y a l'inflation monétaire, effectivement, qui est déjà peut-être un petit peu plus complexe à comprendre, mais ce que voient les Français de manière brutale, c'est l'inflation sur le ticket de caisse. Et aujourd'hui, on a du mal, et je pense, le porte-parole de beaucoup de spectateurs, on a du mal à saisir déjà la différence entre ces deux notions-là. Et ensuite, quand on entend par exemple un Michel-Édouard Leclerc dans la matinale sur CNews qui arrive et qui explique, vous savez, d'ailleurs en tapant dur sur ses collègues de l'agroalimentaire, enfin de la distribution, pardon, dire mais vous savez, dans l'inflation, il y a aussi certains qui en profitent pour augmenter leur marge. Donc on a quand même une sorte de grand flou qui se dresse devant les yeux. C'est exactement ce qu'on voit. C'est parce que les grosses boîtes augmentent leur marge que le CAC 40 est au plus haut, que les résultats sont au plus haut, que le Dow Jones ne baisse pas malgré la récession. Effectivement, il y a un phénomène, et tout le monde en parle dans les marchés financiers, les marges ont tendance à augmenter, et même la Banque Centrale Européenne le dit. Donc en fait, les grandes entreprises sont devenues tellement des monopoles qu'elles font ce qu'elles veulent, parce qu'elles sont des oligopoles, elles peuvent maîtriser les prix, et elles suraugmentent leurs marges par rapport aux besoins du consommateur. C'est un constat assez terrible, et comme si l'ardoise n'était pas déjà assez salée, tout cela sur fond de guerre en Occident, le conflit Russie-Ukraine qui continue malheureusement encore et encore. Quel est l'impact, là encore, une question complexe, mais quel est l'impact réel de ce conflit où au départ, effectivement, on a vu des conséquences immédiates sur les marchés financiers
Et aujourd'hui, alors déjà, du coup, si on se place du côté russe, bon bah les fameuses sanctions, hein, on se rappelle Bruno Le Maire qui voulait mettre l'économie russe à genoux. On se demande si ça n'a pas eu l'effet inverse. Et bah, justement, du côté européen, du côté américain, on a eu par exemple, je pense à cette secrétaire d'État à l'Europe du gouvernement, Madame Boone, je crois, quelque chose comme ça, Laurence Boone, il me semble, qui déclarait la semaine dernière qui déclarait que la France pouvait donner de l'électricité à l'Ukraine, de l'énergie à l'Ukraine, que ça ne posait aucun problème. Là encore, c'est le clair-obscur, quoi. On est dans un tableau de Caravage. Oui. Bah là, c'est ce que dit mon ami Pierre Brogéron, c'est-à-dire qu'en fait, du cercle Aristote, il dit en fait, on est en xénocratie. Il y a toujours tout ce qu'il faut, de l'argent, des armes ou de l'électricité pour les Ukrainiens, pour des étrangers, mais pour les Français, il n'y a jamais rien, quoi. C'est vraiment la démocratie pour l'étranger et pas pour les Français. La guerre en Ukraine, elle a eu un impact, elle a juste accéléré l'inflation. L'inflation, elle avait déjà commencé il y a plus d'un an aux États-Unis avec 4% d'inflation, 5-6. La guerre en Ukraine, ça a juste été un catalyseur pour augmenter un peu les prix, mais l'inflation était déjà là à cause de tous les problèmes passés. D'ailleurs, cette guerre en Ukraine, elle révèle quelque chose qu'on retrouve dans l'économie. Cette guerre en Ukraine, très probablement, il est très probable que l'OTAN la perde, quoi, face à la Russie, puisque c'est une guerre par proxy. Parce que la Russie est capable de produire des armes et de beaucoup produire, elle a une industrie puissante, ce que n'ont plus les États-Unis et l'Europe. Et en fait, quand on n'a pas d'industrie, on peut pas faire la guerre. La guerre de 39-45, elle est gagnée par les Américains, mais aussi beaucoup par l'industrie américaine qui est capable de produire porte-avions, chars en quantité faramineuse. Là, on n'est plus capable de le faire. La Russie, elle, son économie va plutôt bien. Il faut suivre Jacques Sapir pour ça, qui fait des analyses extrêmement pertinentes tous les 2-3 mois, et on est à 3-4% de croissance, donc bien plus de croissance qu'en Europe. Eux ont pas eu de problème. Ils ont réorienté leur commerce en fait vers l'Asie et vers les pays des BRICS. En fait, le vrai problème qu'a l'Occident finalement, et ça se révèle donc dans cette guerre en Ukraine, c'est qu'on produit plus rien. On produit plus rien. D'ailleurs, j'ai lu un bouquin de Jacques Delarosière, ancien patron de la Banque de France et du Fonds monétaire international, hein, quelqu'un vraiment du système, qui reconnaît finalement dans l'illusion financière, son bouquin, qu'on est dans une économie qui n'est que financière et on est une économie qui produit plus. Et d'ailleurs, c'est ça qui crée l'inflation, c'est-à-dire qu'on produit plus assez, donc les biens disponibles, ils sont extrêmement chers et c'est extrêmement dangereux puisque ça s'accompagne par une accumulation de dettes, un manque de production, des déficits commerciaux, et tout cela est absolument intenable. Il faut absolument retourner vers une économie de la production si on veut régler tous les problèmes qu'on a, ce qui veut dire complètement changer le système dans lequel on évolue aujourd'hui. Et en vue de ce changement-là, qui effectivement pourrait être une clé à différents problèmes que l'on rencontre aujourd'hui, typiquement, quelle solution ou quelle piste, en tout cas, voyez-vous se dégager pour tenter de remédier à ce bilan-là? Le bilan, c'est-à-dire qu'il faut faire l'inverse de ce qu'on a fait depuis 50 ans. C'est-à-dire qu'il faut revenir à de l'économie gaulliste. Au lieu d'avoir un capitalisme financier et mondialisé, il faut refaire du protectionnisme pour relocaliser notre production, du vrai protectionnisme, à travers soit du protectionnisme en mettant des petites étiquettes produits fabriqués en France pour tous les produits fabriqués en France, de façon obligatoire, fabriqués en Chine pour les produits fabriqués en Chine, fabriqués en Allemagne pour que les consommateurs choisissent, et puis aussi des taxations ou du protectionnisme technique sur des normes techniques pour que les produits fabriqués en France se redéveloppent. Puis évidemment, les marchés publics qui doivent être réservés uniquement aux entreprises françaises, en de préférence, et qui aujourd'hui sont ouverts à l'ensemble de la planète. On est vraiment les dindons du village. Donc ça, c'est au niveau de la production. Et au niveau du financier, c'est réglementer la finance. Les choses sont extrêmement simples. Les banques aujourd'hui, elles font n'importe quoi. Elles peuvent aussi bien prêter un hedge fund, ça ne sert absolument à rien, ou à une PME. La Banque centrale ne leur dit rien, la Banque de France. Alors qu'en fait, on peut très bien dire, OK, là, BNP, si vous prêtez aux PME qui produisent, vous aurez très peu de fonds propres à mettre de côté. Si vous prêtez au marché financier, au hedge fund, là, ça va vous coûter très cher. Et vous réorientez le flux d'épargne vers les activités productives. Donc, on sait faire, hein, on a toutes les clés pour faire ce genre de choses. Refaire de la planification, par exemple. Parce qu'en fait, les défis qu'on a peuvent être aussi des opportunités énormes. Le défi sur l'électricité et la transition énergétique, qu'on devra bien prendre en compte puisque on va manquer de pétrole. Eh bien, vous lancez la production de 50 centrales nucléaires. Doubler le nombre de centrales nucléaires sur une période de 20 ans. Ce qu'on a fait en 74.
vous créez énormément d'emplois, petit à petit, progressivement, et là, vous résolvez et le problème d'électricité, et le problème d'emploi et d'activité en même temps, vous voyez. Voilà, mais ça, il faut avoir envie de produire, il faut avoir envie de réaliser des choses, et pas filer du pognon aux patrons et leur dire débrouillez-vous, quoi. Ça ne marche pas, c'est ce que fait Macron aujourd'hui. Mais je reviens justement sur un point de ce que vous venez de dire, et ce qui fait un lien avec une question précédente, parce que on parlait tout à l'heure de too big to fail. Alors j'ose avec mon anglais globalement médiocre. Est-ce qu'on n'est pas aussi dans une situation de too big to legalize, c'est-à-dire de ces fonds d'investissement, je pense notamment à BlackRock, qui est le symbole de tout ça, de ces fonds d'investissement qui aujourd'hui factuellement sont plus puissants que des États, à tel point que Emmanuel Macron se transforme un petit peu. J'ose l'expression, je l'avais dit dans d'autres vidéos, donc j'essaie d'être d'accord avec moi-même, mais transforme la France comme une sorte de prostituée quand il fait le sommet de Choose France à Versailles, où il dit, bah regardez, voilà, bah, mettez un petit peu d'argent, vous allez voir, c'est sympa. On a quand même cette impression-là aujourd'hui, ou est-ce que c'est... Pas du tout. Non. Pas du tout. Moi, je vais vous donner un exemple, Rémi. Quand on a fait la campagne, je faisais la campagne de Marine Le Pen, j'étais son conseiller économique, j'ai reçu tous les patrons des plus grands fonds d'investissement américains. Et pour leur dire qu'ils n'étaient pas les maîtres chez nous, en fait, j'aurais dit, la conversation se fera en français de mon côté. Vous prenez des traducteurs. Alors que je pouvais parler en anglais, mais pour leur expliquer symboliquement. Ils ont tout à fait accepté la chose, et à ce moment-là, ils nous ont pas traités comme des esclaves. Ils nous ont très bien traités. On était 2 à cette réunion. Et ils ont été très polis, très civilisés. En fait, tout dépend de ce que vous êtes. Si vous êtes une espèce rampante comme Bruno Le Maire, eh bien, ils vous feront ramper. Si vous avez le courage de leur dire vos choix, vous prendrez vos choix. Voilà, vous ferez vos choix vous-même. Bien sûr que BlackRock, ça a du pouvoir. À la rigueur, il a du pouvoir parce que le gouvernement américain peut l'appuyer. D'ailleurs, c'est uniquement ça. Parce que les entreprises privées sont fragiles, sinon. C'est ce que vous vous rendez compte dans une campagne présidentielle. Toutes les entreprises, les grandes entreprises, lui-même, toutes les corporations savent très bien du côté d'où est le pouvoir. Le pouvoir, il est au politique. Vous n'avez pas de pouvoir si vous êtes corrompu. Si vous n'êtes pas corrompu, vous avez tout à fait le pouvoir face aux entreprises. C'est vous qui avez le pouvoir en tant que politique. Donc voilà où est le sujet, mais il faut pas s'inquiéter par rapport à ça. Tout ça est absolument soluble. Mais quand cette frontière entre pouvoir et entreprise devient soluble, avec, je pense à l'exemple de l'Union européenne, c'est-à-dire au moment de la crise du Covid, on voit qu'on a favorisé, par exemple, le duo Pfizer-BioNTech plutôt qu'un Valneva français. Là, effectivement, vous avez tout à fait raison, on n'est plus dans une logique de pouvoir entrepreneurial. En revanche, on voit bien que l'Union européenne reste quand même l'espèce de plafond de verre pour la souveraineté française, non? Ah mais complètement, c'est le plafond de verre. De toute façon, dans l'Union européenne, on décide de rien. C'est Van der Leyen qui décide de tout. Là, ils viennent de décider d'ailleurs de nouveaux flux d'immigration et de répartition de migrants. Donc aucun pays ne peut rien faire là-dessus. C'est eux qui ont la main. Soit vous le faites, soit vous devez payer de l'argent, 20 000 euros par migrant que vous refusez. Donc effectivement, l'Union européenne, sans souveraineté nationale, vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est une évidence. Et l'Union européenne est dans la main des lobbies. Pour vous dire, moi j'ai un ami qui était député européen. En fait, il y a un lobbyiste qui est venu le voir. On est assez de lobbyistes à l'Union européenne, au Parlement européen. Et il a dit, le lobbyiste lui a proposé de se voir au restaurant dans un 3 étoiles à Strasbourg. Il lui a dit non, mais on peut se voir dans mon bureau. Eh bien, il n'y a jamais eu de retour. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le lobbyiste, si vous refusez d'être acheté, ça l'intéresse pas de vous voir parce qu'il n'a pas de pouvoir sur vous, quoi. Mais effectivement, au niveau de l'Union européenne, il y a un problème de lobbying. Il y a un problème aussi parce que quelle politique économique choisir? Une politique pour la Lituanie, pour l'Italie, pour l'Espagne, la France, l'Allemagne. C'est pas les mêmes peuples, c'est pas les mêmes politiques économiques. Donc, on peut pas du tout s'en sortir dans ce système-là. Et est-ce que cela nous place, et on arrive sur le troisième volet de notre échange, est-ce que cela nous place un petit peu, je parle pour la France, même d'autres pays qui veillent à leur souveraineté, dans une course contre la montre? Parce qu'on voit que l'Union européenne commence petit à petit à s'intéresser aux outils extrêmement contemporains, que sont par exemple les monnaies numériques, les crypto-monnaies, et par ricochet vers une société de surveillance encore plus appuyée. Est-ce que justement il n'y a pas urgence vis-à-vis de ce qu'envisage l'Union européenne sur ces outils-là? Disons que tant qu'ils n'ont pas le pouvoir militaire et policier, on peut s'en sortir. C'est sûr que s'ils commencent à prendre le pouvoir militaire et le pouvoir policier, avoir une armée, une police, là on sera très mal. C'est le problème ultime. Effectivement, l'Union européenne, c'est ce que j'expliquais dans mon bouquin, c'est le capitalisme du désastre. D'ailleurs, c'est aussi vrai aux États-Unis, mais qui a beaucoup influencé l'Union européenne. C'est-à-dire que c'est un désastre économique, on l'a vu, c'est un désastre social avec les problèmes des gens qui ont faim et la réduction du niveau de vie, c'est un désastre anthropologique, c'est un désastre écologique, c'est un désastre à tous les niveaux. Le problème, c'est qu'en plus, ça crée ce capitalisme financier mondialisé qui a été mis en place, crée des fortunes gigantesques.
C'est-à-dire qu'il y a quelques années, moi, il y a 25 ans, la taille des entreprises, c'était 20 milliards d'euros, 25 milliards d'euros, les grandes multinationales. Aujourd'hui, c'est la taille de leurs résultats nets. Donc, on a changé d'échelle. Et on a changé d'échelle. Pareil, les 500 premières fortunes françaises, elles devaient peser 20 milliards d'euros. Elles pèsent 1000 milliards d'euros aujourd'hui, 25 ans plus tard. Les plus riches sont centimilliardaires. Ils ont tous les pouvoirs, et on l'a vu avec Bill Gates. Ils peuvent arroser les journaux, arroser l'OMS, arroser toutes les institutions. Ils ont pris le pouvoir. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce modèle a donné tellement d'argent aux plus puissants qu'ils sont devenus ivres de pouvoir et d'argent. Et ils mettent tout en place pour continuer dans ce système. Sachant que les peuples sont en colère, c'est ce que disait Klaus Schwab dans le Great Reset, sachant que les peuples sont en colère, ils l'ont compris et ils veulent mettre tous les outils de surveillance numérique en place pour que le monde continue comme aujourd'hui, c'est-à-dire des situations qui les favorisent. Donc c'est là où il y a un risque. On a une crise démocratique et on a une crise de la surveillance numérique qui est en train de se mettre en place pour pouvoir préserver un système qui ne satisfait personne à part quelques-uns en France, quoi. Et pour la petite parenthèse, que c'est vrai que vous évoquez ce livre de du Great Reset là, de Klaus Schwab, un livre qui a énormément fait parler depuis le début de la crise du Covid. Pour la petite anecdote, j'ai fini de le lire il y a pas longtemps, parce que je m'attendais à trouver voilà le guide suprême voilà de la destruction de la société et tout ça, et j'étais très étonné parce que en fait on a un livre qui est un livre d'économie somme toute plutôt pédagogique, avec une vision du monde assez assumée, quoi. C'est-à-dire une vision du monde où, bah oui, effectivement, si avec un casque de réalité virtuelle, on peut faire son vélo d'appartement chez soi, ben on polluera moins que si on va dans la rue, des choses comme ça. Et j'ai trouvé le livre beaucoup moins effrayant que prévu. Et bah, c'est peut-être le fait qu'il soit assumé qui le rend effrayant, non? Alors moi, c'est-à-dire qu'il est fait en deux parties. La première partie, en fait, est assez terrifiante dans le bouquin, notamment. Et il vous explique notamment que la mondialisation est en train de ruiner les peuples occidentaux, qu'ils sont en colère. Donc, faut pas parler des luttes économiques et sociales. Il faut faire le Black Lives Matter, les luttes LGBT, etc. Donc là, il explique déjà sa tactique et il montre que ce sont eux qui ont le pouvoir. C'est-à-dire tous les trucs LGBT, Black Lives Matter, antiracistes, etc. sont envoyés par ces milliardaires-là qui impulsent cette idée. Parce que en faisant ça, ça leur évite de faire la lutte, de se battre sur l'économie et le social. Ça, c'est la première chose. La deuxième partie, en fait, elle vous explique que ce qu'il faut faire, c'est tout mettre en numérique. Même les toilettes numériques, vous vous rappelez? Les toilettes numériques pour analyser vos selles en temps réel. Mais tout ça, il le dit pas. Moi, je fais le lien. C'est-à-dire qu'il dit, les gens sont très en colère, ça a provoqué le Brexit, les gilets jaunes, Trump. Il faut surtout pas ça. Et deuxième partie, on fait du numérique partout. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, moi, je le comprends comme ça, c'est que on va faire du numérique pour vous surveiller parce qu'on sait que vous êtes en colère. C'est un peu ça l'idée qu'il y a derrière Klaus Schwab, quoi, je pense. D'ailleurs, il le prépare. C'est-à-dire que c'est grossier ce qu'il fait. Quand il nous explique, il faut faire très attention, on va avoir des cyberattaques partout sur Internet. C'est pour faire quoi? Ils vont peut-être d'ailleurs lancer un truc où Internet va tomber en panne dans le monde entier pendant quelques heures. Et là, ils vont vous dire, bah oui, il faut des identités numériques sur Internet. C'est-à-dire pour vous connecter, vous pouvez plus vous connecter maintenant comme ça en étant anonyme. Il faudra vous connecter avec une identité numérique, ce qui permettra de vous empêcher de vous connecter si on en a besoin. Donc ils essayent petit à petit de le faire, mais de façon, oui, quand même avec des gros sabots. Ah ben absolument. Vous parliez de l'ivresse du pouvoir tout à l'heure, mais c'est vraiment l'impression que j'ai eue dans le livre. Alors bien sûr, chers spectateurs, ne paniquez pas. Je suis pas en train de vous dire que c'était génial comme lecture, attention. Mais je trouve qu'il y a vraiment l'aspect grossier de celui qui a tellement de pouvoir, qui pense tellement tenir le monde dans sa main, que effectivement le plan entre guillemets est clair, quoi, est clair. Et ce que je trouve intéressant dans ce bouquin, c'est que au moins on sait précisément ce qu'il va falloir refuser pour rester dans notre monde, entre guillemets. Et le QR code était la première étape. C'est-à-dire que ce livre a l'avantage de gommer la naïveté de ceux qui le lisent, je trouve. Parce que accepter quand même ce qui va se passer... Tout à fait d'accord. Mais ces gens-là sont pas très intéressants, en fait. C'est-à-dire, pareil, vous lisez un bouquin de Soros. Moi, j'ai lu un bouquin de Soros à une époque. C'est inintéressant. Il y a une idée répétée sur 100 pages. Et ces gens-là prétendent dominer le monde. C'est bien le problème. Parce que Jacques Sapir m'a engueulé quand j'ai fait une analyse du Great Reset en disant attention, c'est vraiment dangereux ce qu'ils disent. Il dit non, Philippe, c'est pas possible. Ils sont tellement idiots que c'est pas possible qu'ils fassent ça. Ce sont des gens pas très intelligents. Simplement, ils ont la fortune et le pouvoir. Voilà. Et le réseau de relations
et le réseau des médias, et le réseau où il s'appuie sur les young leaders. Ça existe, les young leaders, quand même, du Great Reset. C'est pas pour rien, hein. Quand les Justin Trudeau sont avalisés, Jacinda Ardern en Nouvelle-Zélande, tous ces gens-là, en fait, s'ils sont young leaders, c'est pour une bonne raison, quoi. Tout à fait. Donc, ils ont quand même énormément de puissance par le fait que cette classe oligarchique se tient finalement. Elle se tient complètement, elle se voit. Moi, j'avais regardé, quand je faisais le bouquin, j'analysais le bouquin sur le Great Reset, je me suis rendu compte que Bernard Arnault, le président de LVMH, il conseillait Biden sur sa campagne présidentielle. Donc, c'est n'importe quoi. Il se croit tout permis de conseiller tout le monde partout. Imaginez un milliardaire américain qui vient conseiller Macron ou Marine Le Pen pour sa campagne présidentielle, ou un milliardaire russe, n'en parlons pas. Là, on est vraiment dans l'ingérence complètement folle, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est un des exemples assez clairs, mais et face à cela, justement, parce que on a envie de baisser les bras, si on met les éléments sur la table, effectivement, comme vous l'avez dit, ils ont le pouvoir, ils ont la richesse, ils ont l'argent, ils ont les réseaux. Quelles issues sont aujourd'hui envisageables face à ce capitalisme qui semble nous mener vers l'abîme, hein. C'est vrai que même dans un cas de guerre qui prend au cœur tous les occidentaux, parce que l'effet de proximité fait que c'est malheureux, mais quand une guerre se déclenche au Moyen-Orient, ça touche moins un Polonais, un Espagnol ou un Britannique que lorsque c'est en Ukraine. Et pourtant, même dans ce cas-là dramatique, des gens se frottent les mains. L'industrie de l'armement américaine, par exemple, explose aussi. Comment peut-on faire face à ce capitalisme du désastre? Voilà, j'aime bien votre expression. En fait, le pire désastre dans le capitalisme, finalement, dans le bouquin que j'avais fait sortir du capitalisme du désastre, c'est le désastre anthropologique, finalement. C'est-à-dire que ça a créé, alors Danny Robert Dufour, qui est un psychologue de gauche, a fait plein de bouquins sur ce sujet, et il dit, voilà, on a créé une troupe d'individus égo-grégaires, des espèces de moutons égoïstes, égocentriques et nombrilistes. Et c'est ça tout le problème, parce que pour s'en sortir, faut faire du collectif, quoi, finalement. Faut arriver à faire du collectif. Alors moi, mon expérience dans les partis politiques que j'ai vus, notamment au Front National, c'est l'égocentrisme qui détruit les projets. En fait, le Front National est un très beau projet protectionniste, sorti de l'Union européenne par un référendum, etc. Et en fait, ça a été détruit par l'égoïsme, c'est-à-dire le fait que les gens préfèrent n'essayent pas de sauvegarder la structure et essayent de se battre les uns contre les autres jusqu'à tous faire disjoncter. C'est ça le sujet, le problème. Donc c'est arrivé à se réunir pour s'en sortir. C'est très simple parce que on a à peu près 30% des Français qui sont dans la résistance, qui ont bien compris les problèmes, et on a un ventre mou. Il faut d'abord convaincre les 30% des Français pour convaincre le ventre mou. Le problème qu'on a, c'est que, vous voyez, les souverainistes n'arrivent pas à s'allier pour faire un vrai parti puissant. On a Asselineau qui veut rester tout seul, qui arrête pas de dire que Florian Philippot c'est d'Arlan. Enfin, on comprend pas, quoi. Je veux dire, alors qu'ils ont les mêmes idées, ils sont gaullistes et souverainistes tous les deux. Donc ils ont des idées extrêmement proches, et on n'arrive pas à créer un parti collectif commun pour être une puissance pour attirer les Français. Et si on arrive à le faire, pourtant, on pourra attirer beaucoup de gens dès le départ et grossir petit à petit, redonner de l'espoir et faire une boule de neige d'espoir. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de personnes qui oublient de se regarder le nombril et qui agissent pour le collectif. Mais c'est plus simple à dire qu'à faire, hein. Oui, c'est vrai que c'est l'issue, enfin, plus que compliqué pour François Asselineau qui était sur le Livre Noir hier au moment où on enregistre cet échange, qui parle même de complot maintenant face à François Asselineau, face à Florent Philippot, pardon. Là, j'étais un peu saisi, mais bon, libre à chacun. Moi, pareil, je veux dire, parce qu'en fait, je le sais, je veux dire, j'étais là quand on a fait les propositions de faire une union pour la présidentielle. Il y avait une union saine qui a été faite entre Philippot, Dupont-Aignan et Asselineau sur la base d'un référendum sur l'Union européenne. Et qui a refusé? C'est François Asselineau qui était venu à la réunion où j'étais, et il a refusé strictement en disant « Moi, tout ce que je veux, c'est que vous soyez derrière moi, j'aurai les parrainages. » Il n'a pas eu les parrainages, mais il demandait absolument, il n'était pas d'accord sur une union, alors que les deux autres étaient d'accord sur une union, qu'ils ont fait derrière. Et pourquoi Génération Frexit, en fait, est apparu? C'est parce que François Asselineau, ne voulant pas venir, finalement, voilà, ils se sont reportés sur Génération Frexit, quoi. Mais au départ, c'était François Asselineau qui était là. Donc, il y a un moment donné, il faut rétablir la vérité. C'est lui qui a refusé la malentendu, qui a refusé toute alliance, qui a juste demandé « Venez derrière moi, il y a que ça qui m'intéresse. Le reste, je suis contre. » Ouais. Et cette idée de souverainisme aujourd'hui, est-ce qu'elle infuse encore du côté du RN, ou est-ce que le cheval de bataille a été abandonné par l'électoralisme, un peu comme d'ailleurs du côté de Jean-Luc Mélenchon et son fameux plan B depuis 2012? Ouais, le cheval de bataille n'a pas été abandonné par l'électoralisme.
Parce qu'en fait, c'est pour d'autres raisons. Parce qu'en fait, Marine Le Pen, elle fait quand même 21%, pratiquement le même score en 2017 qu'en 2022. Alors qu'il y a eu 5 années de Macron, de gilets jaunes, de quelque chose d'extrêmement violent. Elle aurait dû faire beaucoup plus. Puis n'oublions pas qu'avant son débat en 2017, elle était à 41% avec un sujet 41% au deuxième tour et que c'est son débat qui l'a fait chuter à 33%. Mais donc, c'est le 41%, c'est le score qu'elle fait d'ailleurs en 2022. Donc le souverainisme n'est pas du tout un problème pour gagner des élections. Bien sûr que ça pose un problème, mais ça attire les gens aussi parce que vous avez un super programme possible. On pourrait faire un programme extraordinaire pour relocaliser l'agriculture en France, pour favoriser les produits français, les usines françaises. Vous avez une boîte à outils formidable. Donc c'est beaucoup plus attirant que si vous restez dans l'Union européenne et que vous pouvez rien faire. C'est pas tellement en fait par électoralisme, c'est par flemme quoi. C'est tellement plus facile de se battre sur des sujets annexes comme ils le font aujourd'hui et de critiquer le gouvernement et Macron plutôt que de proposer un changement de système complet. Et puis vous avez les médias contre vous de façon très violente en plus quand vous êtes souverainiste, donc c'est plus dur de se battre et il faut mieux préparer ses dossiers. Mais c'est aussi une question de flemme, une question de flemme et d'opportunisme. Oui, parce qu'on a plus vraiment l'impression que ce soit un sujet aujourd'hui du côté du RN. La notion même de Frexit n'existe plus de leur côté. Non, non, tout à fait. Mais moi, je comprends même pas comment les gens peuvent voter pour un parti qui dit alors on va rester dans l'espace Schengen, puisqu'on change rien à l'Union européenne, on reste dans l'espace Schengen, l'Union européenne, et en fait, sans frontières, on va régler le problème de l'immigration. Pour ça, il faudrait qu'ils nous expliquent, Jordan Bardella et Marine Le Pen, comment, sans frontières, ils vont régler le problème de l'immigration. Sans compter qu'en plus, toutes les lois et les directives européennes, en fait, imposent l'immigration. C'est ce qu'a révélé les Républicains, ce qu'ont révélé les Républicains récemment, en disant un gros pipeau, on met la Constitution française au-dessus de l'Union européenne pour pas appliquer les lois européennes sur l'immigration. Donc en fait, voilà, c'est un vaste pipeau. Le Front National d'aujourd'hui, c'est un vaste pipeau avec des gens qui mentent, en fait, à tir-larigot français. Moi, c'est pour ça que je suis parti en septembre 2017. Je savais quand on abandonnerait la souveraineté nationale, en fait, on serait obligé de mentir tout le temps aux Français, puisque on ne peut rien faire et qu'on allait dire, bah si, on peut faire des choses. Oui, et puis c'est vrai que jusqu'à une surprise très récente, et je vous avoue, j'étais étonné d'entendre ça du côté du RN qui essaie de manger un petit peu à tous les râteliers comme on dit aujourd'hui. C'est Laurent Alexandre qui, paraît-il, conseille le parti. C'est Politico, la lettre d'information qui a révélé ça la semaine dernière. Apparemment, Laurent Alexandre sera en contact avec l'équipe de Jordan Bardella sur la question de l'intelligence artificielle. Donc là, c'est la rencontre de tous les mondes. Par contre, les frontières, effectivement, se sont dissoutes, même entre les partis politiques en France, parce que ça devient compliqué de distinguer maintenant. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et autant le RN que Mélenchon fait la même erreur. Mélenchon, pour se battre contre les fachos, avait pris un programme souverainiste, il a tout abandonné, il aurait gagné. Maintenant, il se retrouve avec un espèce de parti woke qui est ingérable. Je pense qu'il a fait le maximum avec ses 21% à l'élection présidentielle et tout ça va se dissoudre parce que ça n'a aucun sens, quoi. Il n'y a aucune harmonie dans le programme, il n'y a aucune logique, quoi. Même entre les composantes de la NUPES, c'est-à-dire entre Europe Écologie Les Verts qui veut dissoudre la France dans l'Union européenne, et Mélenchon, on voit pas bien le rapport, quoi, en fait. Et donc, tous ces partis ont décidé de d'abandonner les Français. Maintenant, je pense que c'est aux élites hétérodoxes de refonder quelque chose. Ça peut aller très vite. Ça peut faire un phénomène Podemos comme en Espagne. En Espagne, ils sont montés extrêmement rapidement parce qu'il y a un besoin politique. Maintenant, est-ce que les élites hétérodoxes, qui sont très nombreuses en France et tout à fait capables, seront capables de s'unir pour faire quelque chose? C'est vraiment toute la question, quoi. Il y a des talents pour le faire. Est-ce que les égos sauront se rassembler pour constituer une plateforme commune? C'est vraiment la question. La grande question, quelle belle interrogation effectivement à faire à suivre. Cher Philippe, on a balayé déjà beaucoup de sujets, entretien très dense. Déjà un immense merci pour toutes vos réponses. Et affaire à suivre, bien sûr, vous êtes le bienvenu sur Juste Milieu pour refaire des points réguliers. Voilà, j'espère. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Formidable, formidable. Encore une fois, merci à vous. Chers spectateurs, merci d'avoir été là. N'hésitez pas à partager l'entretien partout où vous pouvez. C'est Facebook, c'est Twitter, Copains d'avant. Vous allez partout. Et puis, on va se retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. Philippe Murer, merci beaucoup une fois de plus. À très bientôt.